Aïna Curie, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc député de la Marne et on va commencer par un cocorico. Parce que la Marne, et notamment sa production phare, le champagne, ont remporté une grande victoire contre la Russie. Alors racontez-nous cela. Oui, absolument. Il y a quelques semaines, les Russes ont adopté une loi visant à finalement interdire les champagnes français avec cette appellation champagne, pouvoir utiliser le nom dans leur traduction cyrillique en Russie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, en Russie, notre appellation n'était plus protégée. Et ça a créé un premier précédent, puisque au-delà du champagne, ça doit nous interroger aussi sur les appellations. On est quand même le pays de l'AOC, donc les appellations camembert ou autres qu'on pourrait avoir. C'est très fragile finalement. Oui, absolument, puisque finalement les appellations, c'est franco-français. Ça doit être respecté en France et dans les pays étrangers. Ce sont des accords que nous avons avec ces pays, mais qui ne sont pas contraignants. Et donc, juridiquement, nous n'avions pas de vrai levier juridique pour nous protéger. Et pourtant, ça se termine bien. Et pourtant, ça ne se termine pas, mais ça se passe bien. Parce que ce n'est pas terminé puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un moratoire. Donc pour le moment, jusqu'au 31 décembre, on va avoir un petit peu le temps de souffler pour pouvoir continuer aussi les échanges, les discussions et les négociations avec la Russie. Et que faut-il faire pour garantir que nos appellations soient plus respectées ? Il faut y aller au bras de fer et dire aux Russes, si vous continuez, on arrête d'importer, par exemple, du caviar de chez vous, ou est-ce qu'il faut négocier ? Je pense qu'il ne faut pas entrer dans une relation conflictuelle avec nos pays partenaires, déjà parce que justement, nous n'avons pas ces armes juridiques. Il faut continuer ces discussions diplomatiques et surtout ne jamais considérer que c'est totalement acquis. C'est continuer des relations commerciales solides et renforcées et ne pas lever le pied en se disant à un moment donné, c'est bon, c'est dans la poche. Donc, on le voit aujourd'hui avec la Russie. C'est un combat constant également avec les États-Unis. Ce sont des combats que nous avions menés également il y a quelques années, il y a une dizaine d'années avec l'Australie. Et donc, il ne faut jamais se dire que c'est acquis. C'est que nos relations commerciales, elles doivent continuer. En tout cas, on doit essayer de les faire vivre, de les renforcer, de ne jamais baisser la garde et aussi faire confiance à nos interprofessions, puisque nous avons une interprofession en Champagne qui est extrêmement bien organisée et qui aussi fait preuve de beaucoup d'initiatives en la matière. Alors cette mésaventure est aussi une illustration de l'Europe. On pourrait penser que l'Europe nous aide à nous protéger. Elle est tellement tatillonne dans notre vie quotidienne. Est-ce que c'est le cas ? L'Europe, sur beaucoup d'aspects, elle peut nous protéger. Or, aujourd'hui, sur ce cas précis, spécifique, je pense que seule la France et l'interprofession Champagne pouvaient véritablement être moteurs, mais pour autant, l'ensemble de la nation est concerné. La France va présider l'Union européenne à partir de janvier. Qu'en attendez-vous ? Qu'on parle uniquement de défense et d'armée européenne ou qu'on vienne aussi sur ces sujets économiques ? Qu'on vienne sur ces sujets, puisque l'Union européenne, elle est aussi économique et donc on doit préserver nos marchés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. La présidence française est une véritable opportunité, une opportunité où elle va pouvoir prendre le lead au lendemain du départ d'Angela Merkel, où elle va prendre le lead aussi au lendemain du départ des Britanniques. Et il faut qu'on soit en capacité, en tout cas la France, de faire preuve d'initiative. Même si, soyons lucides sur la question, la présidence de l'Union européenne, elle donne un pouvoir d'influence, elle ne donne pas un vrai pouvoir d'initiative. On a la feuille de route de 2019 qui a été mise en place et finalement on doit aussi surtout s'assurer du bon fonctionnement, du bon déroulé de cette feuille de route. Ça veut dire quand même emmener l'Europe vers un certain protectionnisme pour sauver nos emplois ? On doit être en capacité effectivement de se protéger, et notamment pour nos emplois. Je pense que l'Union européenne, elle doit aussi se renforcer avec elle-même. Et là, je fais allusion peut-être un peu plus à l'OTAN, par exemple, quand on parle des enjeux de sécurité, puisqu'ils y sont aussi, les enjeux de sécurité et de défense, c'est de se dire que finalement, est-ce que l'Union européenne, elle ne doit pas d'abord compter sur elle-même avant de vouloir justement continuer dans cette démarche avec les alliés. D'abord l'Union européenne. Parce que les autres ne se privent pas de le dire, les États-Unis se disent bien America first, et bien l'Union européenne, elle doit aussi se dire l'Union européenne d'abord, ses pays membres d'abord. Mais elle risque aussi la dislocation, cette Union européenne. Quand on voit hier Marine Le Pen reçue avec les honneurs, avec les formes par Viktor Orban, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a une internationale populiste qui est en train de se construire et qui veut moins d'Europe ?
Clairement, le nombre de pays et de groupes politiques européens qui souhaitent effectivement cette division de l'Europe se multiplie aujourd'hui. Pour autant, notre combat, il doit continuer. Emmanuel Macron n'a aucun problème à aller discuter avec les dirigeants politiques qui ne partagent pas ses idées pour justement continuer de promouvoir cette Europe unie. Il reçoit le président polonais aujourd'hui. Par exemple, et puis c'est aujourd'hui un combat qu'on doit continuer, qu'on doit mener. Bien sûr que l'Europe, si on n'essaye pas d'innover, si on n'essaye pas de continuer la discussion, il faut pas s'imaginer que l'état d'esprit de 1958 restera intact sans effort de notre part. Alors Arnaud Montebourg déclare que c'est Emmanuel Macron et la majorité à laquelle vous appartenez qui ont créé Éric Zemmour, parce que Emmanuel Macron avait peur d'une victoire de Marine Le Pen. Que répondez-vous à ce scénario ? Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron a bon dos, que la majorité présidentielle a bon dos. Quand on parle de la destruction de la gauche, puis de la droite, et maintenant de la création d'Éric Zemmour, je crois qu'aujourd'hui, Éric Zemmour a bénéficié d'une visibilité. Il a tenu des propos, il est présent médiatiquement depuis des années. Je crois qu'il n'a pas attendu Emmanuel Macron pour partager les idées qu'il nous partage aujourd'hui. Il va y avoir un vaste porte-à-porte organisé par La République En Marche pour aller voir les Français sur le bilan du quinquennat. Alors, est-ce qu'Agir, votre groupe, votre formation, participera aussi à ce porte-à-porte ou à ce retour de bilan sur le quinquennat ? Moi aujourd'hui, il n'y a pas eu de sollicitation particulière pour le faire, mais c'est quelque chose qui, en tant qu'élu, nous avons l'habitude de faire régulièrement, que ce soit en période de campagne ou aussi en période tout simplement. Vous savez, par exemple, pendant la période des Gilets jaunes, nous avons été beaucoup au contact de nos concitoyens, dans nos circonscriptions. Donc c'est finalement des actions qui sont menées par nos élus au quotidien. Alors, une des questions qui sera posée dans ce porte-à-porte, c'est qu'est-ce qui vous a déçu ou irrité pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Alors, si je vous pose la question à vous, qu'est-ce qui vous a déçu ? Vous aviez montré votre originalité, votre indépendance d'esprit, notamment en votant contre la loi Asile-Immigration. Qu'est-ce qui vous a déçu dans ce quinquennat ? Bien, finalement, vous venez de le mentionner, il y a parfois des désaccords. Après, lorsqu'on nous sommes en désaccord avec un groupe ou un parti politique, j'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Mais effectivement, sur la politique migratoire, moi aujourd'hui, et le sujet n'est pas que français, il est pour le coup aussi européen, je ne pense pas que nous ayons su répondre, en tout cas, aux enjeux majeurs. Elle va être au cœur de la campagne présidentielle, cette question migratoire, avec une pression venant de la droite et de l'extrême droite. Comment résister ? Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces discours démagogiques aujourd'hui sur l'immigration, entre tout ouvrir, tout fermer, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, est-ce qu'on est les gentils, est-ce qu'on est les méchants. C'est pas le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est véritablement l'efficacité et le traitement digne de populations qui arrivent sur notre territoire. Et les intérêts pour notre territoire et ce que nous devons faire de manière inconditionnelle. Là, je fais allusion au droit d'asile, qui effectivement est aujourd'hui un droit fondamental, qui est un principe pour moi sur lequel on ne doit pas essayer de revenir en question. Puis aussi la question migratoire, mais une question migratoire aussi en toute lucidité, de se dire, c'est pas parce que c'est pas de la demande d'asile qu'on ne doit pas accueillir en France. Est-ce qu'il faut aller vers une politique de quotas pour être plus rationnel ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut être clairement sur une position où on a des besoins aujourd'hui en France et on doit être en capacité à y répondre. Il y a une vraie plus-value qui peut être créée par l'immigration et je pense qu'on ne doit pas se l'interdire. C'est un discours qui est très difficile à faire entendre aux Français aujourd'hui. Ce discours de la plus-value de l'immigration. Oui, c'est difficile, mais le sujet migratoire, il est épidermique en France, donc c'est vrai que c'est très difficile. Mais oui, aujourd'hui, on peut, mais de manière rationnelle. Je ne veux pas en parler en une minute parce que ça serait trop court pour vraiment faire comprendre le fond de ma pensée. Mais sur les questions migratoires, aujourd'hui, en France, on doit avoir une capacité à accueillir déjà mieux, pas plus, mais mieux. Il faut que nous ayons une vraie capacité à pouvoir permettre le retour au pays de personnes qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas rester sur le sol français. Donc là, on a un vrai travail diplomatique sur les laissez-passer consulaires, un vrai travail diplomatique, parfois commercial, avec d'autres moyens de pression. On a vu que c'est ce qui s'est passé récemment, notamment avec les pays tels que l'Algérie, etc., avec la politique des visas. Et on doit aussi être en capacité de se dire, on peut accueillir, aujourd'hui, il y a énormément de personnes en France qui travaillent, qui déclarent des impôts, qui travaillent
qui ont un appartement, qui créent de la richesse et de la valeur sur le territoire français, mais qui ne sont pas régularisés, qui n'obtiennent pas leurs papiers. Et là, on se pose des questions. Entre ceux, il y en a qu'on ne renvoie pas chez eux, on ne se bat pas pour ça. Et puis à côté de ça, on a ceux qui devraient pouvoir être régularisés. Et puis pareil, on les laisse dans une espèce de flottement d'entre deux. Donc c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc tant que nous ne réglerons pas ces problèmes-là, de toute façon, on aura un problème migratoire en France. Une autre question dans ce questionnaire La République en marche, c'est quelle doit être la priorité du prochain quinquennat? Alors si je vous pose la question, que mettriez-vous en priorité 2022-2027? 2022-2027, la priorité, c'est difficile d'en mettre une seule, mais il y a, on l'a bien compris, le pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat des Français, aujourd'hui, on voit bien que les classes moyennes vivent dans de grandes difficultés. Je ne parle pas des classes les plus modestes, parce qu'on voit qu'il y a de vrais efforts qui sont faits. On pourra toujours dire qu'il faut plus ou mieux, mais vraiment, on a des classes moyennes qui souffrent aujourd'hui en France. Donc, le pouvoir d'achat des Français et, bien entendu, le développement durable. Le développement durable qui, pour moi, doit être l'un des enjeux très, très, très forts, et l'éducation, évidemment. Voilà, 3 priorités. Une maison commune doit être construite avec le MoDem, La République en marche, pour porter cette majorité future, peut-être. Agir devra en faire partie. Elle en fait déjà partie de la maison commune. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons plusieurs groupes parlementaires membres de la majorité. Vous avez La République en marche, le MoDem et le groupe Agir ensemble. Nous sommes le 3e pilier de la majorité et bien entendu, nous en faisons partie. On parle de construire une maison commune, mais finalement, elle existe déjà, puisque ça fait quand même un moment que la majorité présidentielle vote et défend le projet, maintenant le bilan du président de la République. Donc cette maison commune, c'est vrai qu'on en parle beaucoup comme quelque chose de fictif, d'un petit peu abstrait, mais finalement, elle existe déjà et Édouard Philippe a aussi par ailleurs rappelé lors de son lancement de Horizon que Horizon avait également vocation à en faire partie. Alors l'épidémie de coronavirus rebondit un petit peu, un peu partout en Europe. Or, le Sénat refuse de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet. Il demande une clause de revoyure. Est-ce que ce n'est pas légitime que le Parlement soit de nouveau interrogé en février en fonction de l'état de l'épidémie? Je suis tout à fait d'accord avec le Sénat. Je me suis abstenue sur le texte demandant de proroger ce texte vigilance sanitaire pour prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. D'ailleurs, par ailleurs, il ne s'agit pas que du pass sanitaire. Il y a toute une boîte à outils qui est mise à disposition du gouvernement. En juillet, je m'étais déjà prononcée en juillet dernier pour que nous ayons une clause de revoyure le 31 octobre 2021, donc, ce qui a été repoussé le 15 novembre. Ça a été la négociation lors de la commission mixte paritaire. Et donc, pour moi, il était hors de question de permettre justement le 31 juillet 2022. Et donc, le Sénat aujourd'hui demande des clauses de revoyure plus régulières. Et je partage cette position, puisque aujourd'hui, quand on parle de ces outils exceptionnels, le Parlement doit pouvoir s'exprimer, puisque le Parlement doit avoir tous les éléments en main avant de donner ses pouvoirs exceptionnels au gouvernement. Et l'épidémie a fait reculer le pouvoir du Parlement par rapport à l'exécutif. Alors, il y a des moments où on doit agir d'urgence. Je ne dirais pas que le pouvoir a reculé, parce que nous avons légiféré très régulièrement, 11 textes depuis le début de la crise, plus tous évidemment les outils économiques qui ont été mis à disposition. Donc oui, nous avons dû agir vite, oui, nous avons dû donner des outils exceptionnels, mais le Parlement n'a jamais cessé de travailler, le Parlement n'a jamais cessé de s'exprimer. Aïna Kerik, merci, bonne journée.